Installés en Afrique du Nord depuis la préhistoire, les peuples berbères ont, depuis l'Antiquité, montré une capacité militaire certaine, respectée et crainte. Les premières tribus berbères sont mentionnées dès le XIIIe siècle avant notre ère par les Égyptiens, qui les désignent notamment sous le nom de Libou, duquel dérive le mot Libye, qui désigne grosso modo le Maghreb actuel dans l'Antiquité. Nous savons que, par 2 fois au moins, les pharaons durent se défendre contre les tentatives d'invasion de la part de leurs voisins. Par la suite, naissent les royaumes de Numidie, de Maurétanie ou encore de Carthage, ce dernier étant issu d'un métissage progressif avec les Phéniciens. Suite aux guerres puniques, Rome prend le contrôle de la région au milieu du IIe siècle avant notre ère. S'ensuit alors une tentative de soulèvement menée par Jugurtha, fils d'un roi numide, qui, pendant 7 ans, mène une guerre contre les armées romaines pour unifier la province sous son contrôle. Il finit par être défait et le calme revient. Les siècles suivants sont relativement paisibles et au 5e siècle, Rome se retire d'Afrique devant la pression des Vandales, eux-mêmes chassés à leur tour par les forces berbères et byzantines. Jusqu'ici, comme d'habitude, les femmes sont absentes des positions de pouvoir. Mais ça va changer avec l'invasion de l'Afrique du Nord par les musulmans. À partir de la moitié du 7e siècle, les armées du califat omeyyade commencent à avancer le long de l'Afrique du Nord, profitant d'une situation politique trouble. Les forces byzantines et berbères résistent au mieux de leur capacité. Durant la décennie 680, c'est un dénommé Kosella qui dirige les forces berbères. Mais en 688, il est vaincu et tué, et c'est alors une femme, Diya, qui prend sa succession. On sait malheureusement assez peu de choses sur la vie de Diya avant cette période, faute de sources d'époque. Certains historiens modernes ont même été jusqu'à douter de son existence. En fait, même son nom est sujet à réserve. C'est l'historien du XIVe siècle, Ibn Khaldoun, qui en a fait le premier mention. Tous les historiens antérieurs la désignent sous le nom d'Al-Kahina, la Kahina, surnom signifiant la devineresse. Avec un tel surnom, on comprend que la figure de la Kahina est vite devenue légendaire, au détriment de la réalité historique. Elle aurait par exemple vécu jusqu'à 127 ans, et ce sont ses dons de voyance qui lui auraient permis de remporter les batailles. Tout ça, c'est assez peu crédible. Il s'agit probablement d'un récit alimenté à la fois par les berbères afin d'en faire un symbole et par les historiens musulmans pour ne pas avoir à admettre qu'une simple femme ait pu infliger une défaite cinglante aux troupes commandées par un homme. Sa généalogie est à prendre avec précaution. Ibn Khaldoun l'a fait par exemple descendre du fondateur mythique d'une des tribus berbères. De même, son prédécesseur, Kosella, aurait été son fils. Ce qui n'est certes pas improbable, mais pas prouvé. En fait, on peut simplement affirmer qu'avant de prendre le commandement des troupes berbères, elle était reine de l'Aurès, une région située dans l'actuelle Algérie et l'un des berceaux du peuplement berbère, et que, par la suite, elle est connue comme reine des berbères de l'Ifriqiya, le nom arabe d'une partie de l'Afrique du Nord, notamment de la Tunisie et de l'Algérie actuelle. C'est par le biais des récits de la conquête du Maghreb par les historiens musulmans que nous pouvons en savoir plus sur ses exploits militaires. En 698, le général Hassan ibn Numan prend définitivement Carthage. Se dresse alors sur son chemin vers l'ouest l'armée commandée par Diya. Les deux armées marchent l'une vers l'autre et se rencontrent près de l'Oued Nini. Le génie militaire de la Kahina lui permet de remporter la bataille. Alors que pendant la nuit les deux armées s'observent, la commandante fait disposer ses troupes de la manière suivante. Premier rang, plusieurs milliers de fantassins. Derrière eux, 2 rangées de chameaux derrière lesquels se cachent environ 2000 archers. Et enfin, à l'arrière-garde, les milliers de cavaliers qui constituent la force la plus importante. Le jour venu, Hassan fait avancer ses troupes qui se heurtent aux fantassins. Pensant avoir affaire à l'intégralité de l'armée berbère, il lance l'assaut général. Les fantassins se replient alors vers les chameaux, d'où surgissent les archers, qui font pleuvoir leurs flèches sur les troupes d'Ibn Numan. L'effet de surprise est total et les cavaliers berbères n'ont plus qu'à s'élancer pour massacrer l'armée en déroute. Une leçon de stratégie militaire à laquelle les historiens musulmans donnent le nom de bataille des chameaux. Poursuivi, Ibn Numan se replie hors du territoire berbère jusqu'en Cyrénaïque. Pendant les 5 années suivantes, Diya dirige un vaste territoire allant de l'Aurès jusqu'à la frontière de l'actuelle Libye. On ne sait pas grand-chose de cette période, à part des accusations faites par les historiens musulmans d'une politique de terre brûlée menée dans le but de dissuader les armées arabes de revenir. Accusations dont la véracité est impossible à établir. Malheureusement, 5 ans plus tard, Hassan ibn Numan lance une nouvelle expédition à l'aide de renforts envoyés par le calife Abd al-Malik. Une dernière bataille a lieu en 703 près de Tabarka, au nord de l'actuelle Tunisie,
Et cette fois, malgré un combat acharné, les armées berbères sont défaites, non sans mal. Ibn Khaldoun mentionne une intervention divine qui aurait offert la victoire aux musulmans. Les circonstances de la mort de la Caïna varient selon les auteurs. Soit l'épée à la main, soit en se suicidant par empoisonnement plutôt que d'être capturé. Malgré ou peut-être grâce aux légendes entourant sa vie, la Caïna est devenue une figure symbolique à l'époque contemporaine, inspirant bon nombre d'ouvrages.